La proposition de valeur pour les investisseurs, elle est assez simple, c'est d'avoir accès à un rendement entre 7 et 10% annuel, que ça soit un placement plutôt court terme. Il y a la partie diversification, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est important. Si vous décidez d'investir 10 000 euros, ça ne vous coûte pas plus cher de faire 10 fois 1 000 euros qu'une fois 10 000 euros. Là, on a énuméré tous les côtés très positifs. Il y a forcément des aspects négatifs où il faut toujours le peser le pour et le contre lorsqu'on investit. La blockchain dans l'investissement immobilier, de manière générale, a énormément de vertus. Ça peut simplifier les choses, ça peut rendre liquide quelque chose qui n'est pas liquide, ça peut accélérer les transactions, ça peut les sécuriser. D'être optimiste de manière générale, je pense que c'est la clé de la réussite pour plein de sujets. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur l'émission de La Bonne Fortune, j'ai le plaisir de rencontrer, de découvrir Quentin Romé de Homunity, cofondateur. Tu es diplômé du parcours des grandes écoles, Master 2, ça on peut le lire sur ton site internet, sur la section à propos. Bonjour Ismaël, oui, exactement. Bonjour Quentin. Tu es également tu as eu un master spécialisé entrepreneur de la même école, donc un bac+6, et tu arrives en 2014 à créer Homunity. Tu peux nous raconter un petit peu plus ton parcours et comment tu en arrives là? Bien sûr, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESC Grenoble, où j'ai intégré l'ESC, j'ai été diplômé en 2014. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé Arnaud Devergy, avec qui on a créé Homunity. Et à la fin de nos études, au lieu de faire une année classique et standard d'école de commerce, on a fait un master spécialisé entrepreneur. On savait qu'on avait envie de lancer notre boîte et c'est la raison pour laquelle on a opté pour ça. Et c'est pendant cette dernière année d'études qu'on a commencé à créer Homunity et à développer la société qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'était une super école et ça reste un très très bon souvenir. Top. Et donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc sur tout l'univers du crowdfunding immobilier, autrement dit donc le financement participatif. On a pu recevoir sur l'émission de La Bonne Fortune différents acteurs immobiliers, mais plus tournés sur le locatif, que ce soit dans les places de parking, dans le résidentiel. Mais alors là, il s'agit d'un tout autre domaine. Il s'agit d'accompagner les promoteurs pour leurs financements initiaux sur fonds propres afin qu'ils puissent donc effectuer et délivrer un projet in fine, quoi. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on ne propose pas des particuliers d'investir dans des biens immobiliers déjà existants. C'est vraiment, on va financer des opérations en cours de développement, aussi bien des opérations de promotion immobilière que des opérations de marchand de biens. Donc, on aide, entre guillemets, à la construction ou à la rénovation d'un actif immobilier. Et la marge que va dégager l'opérateur qui va réaliser l'opération, il va reverser une partie de cette marge aux investisseurs qu'on retrouve sur notre plateforme. D'accord, très bien. Et donc vous financez tous ces programmes qui sont exclusivement en France, sur la métropole, ou un petit peu en Europe ou ailleurs? C'est que la France métropolitaine, on fait pas les DOM-TOM ni la Corse parce qu'on se rend régulièrement sur nos opérations. Et l'idée, c'est on fait majoritairement du logement. Donc on est plutôt sur la partie résidentielle que la partie tertiaire. Et ensuite, la proposition de valeur pour les investisseurs, elle est assez simple, c'est d'avoir accès à un rendement entre 7 et 10% annuel, que ça soit un placement plutôt court terme. Donc c'est ça qui est assez particulier dans l'investissement immobilier qu'on propose, c'est les placements, c'est plutôt entre 18 et 24 mois. Et le ticket d'entrée assez faible. Une personne peut investir dès 1 000 euros, elle peut mettre 1 000, 10 000, 100 000 euros selon son budget et son patrimoine. Il y a des risques, bien évidemment, on en parlera plus tard,
Mais voilà en tout cas la solution de placement qui est un peu atypique pour l'immobilier, qui généralement est un placement moyen-long terme dans la plupart des cas. Mais super intéressant. Bon, là, déjà, avec les chiffres, la base est posée. C'est quand même, j'ai envie de dire, un petit peu le meilleur de tous les mondes. On a un investissement qui est donc sur du court terme, où on bloque pas son argent, son épargne trop longtemps, avec un rendement aux alentours de 10%. Donc, si je dis pas de bêtises, vous, sur les plus de 200 opérations que vous avez financées, vous êtes sur un rendement moyen qui est supérieur à 9%. Tout à fait. Et tout ça accessible à partir d'une petite mise de départ des 1000 euros. C'est quand même dingue. Ouais, après, donc là, on a énuméré tous les côtés très positifs. Il y a forcément des aspects négatifs où il faut toujours le peser le pour et le contre lorsqu'on investit. Donc ça, bien évidemment, c'est la partie positive. Dans la partie négative, bah, c'est que tout d'abord, il y a un risque d'illiquidité. On est bloqué sur la période dans laquelle on investit. Donc ça, bah, on en parlait juste avant, on parlait du livret ensemble Ismaël, mais bah, l'avantage, certes, le livret n'a pas un rendement élevé, mais c'est très liquide, on peut retirer ses fonds à tout moment. Donc ça, c'est un premier avantage du livret. En tout cas, nous, c'est un inconvénient où c'est pas liquide. Et le deuxième inconvénient qu'on a chez nous, c'est qu'il y a un risque au niveau du montant investi. La phrase en tant que telle est très claire, c'est un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Et donc ça, faut que les investisseurs en aient conscience. C'est notre rôle d'Homunity d'aller sélectionner en amont les projets pour proposer des projets de qualité sur la plateforme. Mais en tout cas, on a un produit qui certes a des qualités, mais comme tout produit aussi, il y a quelques défauts. Très bien, oui, en effet. Et donc, des risques de perte en capital. Vous avez déjà eu des expériences un petit peu malheureuses. J'ai cru voir, même en discutant avec Sabrina, là, qu'on remercie au passage lors de la prise de contact, elle m'expliquait qu'il y avait un taux de succès chez vous de 100%. Exactement. L'historique d'Homunity est très bon. Cette société qu'on a créée en 2014, donc avec Arnaud Devergy et Charles Thétot. On a un historique et un track record qui est quasiment parfait parce qu'on a un taux de défaut à 0. Donc pareil, on est régulé par l'autorité des marchés financiers. Et il faut aussi préciser que bah, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Notre but dans la durée, c'est de rester le plus longtemps à ce taux de défaut à 0%. C'est pas quelque chose qui est simple, mais aujourd'hui, on a remboursé plus de 100 opérations. Donc sur 100 opérations, le taux de rendement indiqué est conforme à ce qu'on avait annoncé à nos investisseurs. Donc on est hyper satisfait. C'est à nous de continuer à faire du bon boulot dans la durée pour que tout le monde soit content. Ben, super intéressant. En termes de risques peut-être un peu plus mesurés, parce que moi-même je suis investi un petit peu sur le crowdfunding immobilier et j'ai pu voir, c'est peut-être certainement aussi le cas sur certaines de vos opérations, simplement un simple retard, notamment avec la période Covid, etc. Mais que ce soit le Covid aujourd'hui ou autre chose demain, peu importe, on va dire les excuses ou le contexte, mais c'est peut-être ça le plus grand des risques, c'est qu'on s'engage sur une période de 12, 18, 24 mois et que, in fine, le chantier prenne du retard et qu'on soit encore bloqué. On parlait d'illiquidité en termes d'épargne, mais un peu plus longtemps, peut-être jusque 36 mois, c'est peut-être ça. Exactement, ça c'est un point très important à avoir en tête. Donc chez nous, quand on investit dans le crowdfunding immobilier, mais également sur d'autres plateformes qui existent, c'est qu'il y a toujours une durée entre guillemets qui est indiquée, donc 24 mois par exemple. Le promoteur immobilier a la possibilité de rembourser à partir du 6e mois et de proroger de 6 mois supplémentaires. Donc très concrètement, en fait, votre investissement, vous n'êtes pas certain qu'il soit débloqué au bout de 24 mois. Généralement, il peut être prorogé de 6 mois supplémentaires. Mhm. L'avantage que vous avez, c'est que le rendement est calculé au prorata du temps passé. Donc ça c'est un sujet pour l'investisseur. Donc il n'est pas perdant sur son rendement, c'est juste qu'il va être bloqué plus longtemps. Et ça, on peut effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir pour les opérateurs avec lesquels on travaille, parce que généralement, c'est plus pour des décalages de chantier. On sait qu'un chantier dans l'immobilier, c'est compliqué de le faire tenir entre guillemets à la journée près ou au mois près, donc on garde un peu de marge. Et typiquement, on a été très content de mettre en place ces 6 mois de décalage possible pour l'opérateur, parce que quand tout s'est arrêté en mars-avril 2020, donc il y a maintenant un an, il était bien évident que les opérateurs n'ont pas livré les programmes immobiliers comme c'était initialement prévu.
Oui, bien sûr, ouais, tout le monde a des intérêts communs que le chantier aboutisse et l'idée, c'est pas forcément de mettre le couteau sous la gorge à l'opérateur et de le faire flancher. J'imagine que vous avez du coup alors je sais pas comment vous êtes structuré, on va pouvoir en revenir dans votre boîte Community, mais vous avez des critères de sélection, j'imagine, pour déjà vous prémunir en amont de tout ça. Vous avez quels sont vos critères? Ça va être investir aux côtés de partenaires déjà historiques que vous connaissez depuis longtemps, mais comment ça fonctionne quand on se lance, quand on fait le premier bien, la première opération par exemple? Quels sont vos critères de sélection? On va assez loin dans cette partie sélection des opérations et c'est justement l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition notre savoir-faire aux différents investisseurs qui sont sur la plateforme. Sur les 50 000 inscrits qu'on a sur Community, bien évidemment, il n'y a pas que des experts dans l'immobilier et encore moins dans la promotion immobilière ou les opérations de marchand de biens. Donc nous, on a vraiment recruté ces personnes en interne qui ont la capacité d'auditer et d'analyser ces différents projets. Il y a un peu plus de 80 critères différents sur chacune des opérations qu'on accompagne. Et on va aussi bien s'intéresser à des choses qui sont très simples. Le risque technique sur l'opération, est-ce que c'est un chantier entre guillemets compliqué à faire ou plutôt simple? Le risque de commercialisation, est-ce que les prix immobiliers qui sont anticipés pour la vente de l'opération, est-ce que c'est cohérent par rapport au marché ou est-ce que on est plutôt à côté de la plaque? La partie juridique, est-ce que le permis de construire, tout a été fait dans les règles de l'art entre guillemets ou est-ce que on n'est pas bon sur cette partie-là? Il y a les volets administratifs. Enfin, il y a tout un tas de sujets que nous on va vérifier en amont et analyser afin de mettre sur la plateforme que les projets qui nous semblent le plus pertinents. Et c'est pour ça que, pour avoir un ordre d'idée, sur un peu plus de 400 opérations qui ont été étudiées en 2020, on en a finalement mis un peu moins de 80 sur la plateforme. Il y a vraiment, ça ne veut pas dire que c'était des mauvaises opérations, les autres qu'on a vu passer, Bien c'est sûr. tout simplement qu'elles ne rentraient pas dans nos critères de sélection. Bien sûr, il faut faire des choix, en effet. Euh, L'investisseur particulier, parce que donc vous faites un travail en amont, quelles seraient les quelques pistes pour pouvoir étudier, voir si ça nous correspond et comment fonctionne concrètement l'investissement, quel type d'instruments financiers, dans quoi on investit, est-ce qu'on prend des parts de participation, est-ce que c'est plutôt de l'obligation? Je pense connaître un petit peu la réponse, mais est-ce que tu peux développer ça, Bien sûr. donc d'un point de vue vraiment technique et puis après d'un point de vue un peu plus voilà moral, comment on fait pour se prémunir également et d'avoir des critères? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les investisseurs. Donc, tout d'abord, dans la partie sélection, faut que ça soit très terre à terre. Il faut investir que dans des choses qu'on comprend et qui nous semblent assez logiques entre guillemets. Donc, pour chacune des opérations, il y a toujours un dossier détaillé qui fait une trentaine de pages et qui vous explique l'investissement que vous allez faire. Donc, je vous invite à chaque fois à prendre le temps de lire ces dossiers où vous voyez où est située l'opération, combien il y a d'appartements par exemple qui vont être construits, à quel prix, la marge de l'opération, etc. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais prenez le temps de lire ça et déjà ça donne un bon indicateur là-dessus. Ensuite, il y a la partie diversification. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ça c'est important. Si vous décidez d'investir 10 000 euros, bah, ça vous coûte pas plus cher de faire 10 fois 1000 euros qu'une fois 10 000 euros. Donc faites 10 tickets différents et comme ça vous allez diversifier votre risque. Pour le sous-jacent en tant que tel, l'investisseur ne devient pas propriétaire d'actions, mais c'est bien des obligations. Donc des obligations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un titre de créance qu'une personne détient sur une période donnée. Donc vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous savez si vous lui prêtez sur 12, 18, 24 mois, un taux donné. Donc vous savez à l'avance si c'est 8, 9, 10% annuel comme rendement. Et donc, cette partie obligation que vous allez acheter, c'est des obligations de 1000 euros qu'on fait chez Community. Donc, 1, 2, 3, 10 sans obligation selon votre patrimoine. Et vous allez les détenir sur une durée donnée. Donc, c'est assez simple. L'avantage de ce mécanisme-là, il y a pas mal de sujets différents, mais c'est que les personnes sont imposées à la flat tax. Donc, la partie D'accord. imposition, c'est un peu plus doux que les revenus immobiliers où on peut être fortement taxé. Et oui, on n'est pas sur l'imposition. On va le détailler peut-être un petit peu après parce que c'est quand même important. Bien sûr. D'une part, d'un point de vue d'un rendement global, et deuxièmement, c'est vrai que les Français, on est tous attachés un petit peu aussi à savoir qu'est-ce qu'on paye derrière. Mais oui, oui, super, super intéressant. Du coup, on est sur vraiment donc des obligations et qui Exactement. délivrent un rendement.
qui est contractuel à l'avance, donc c'est pas approximatif. Si on va pas toucher 9,2 ou 8,5% de rendement, si indiqué 9%, c'est vraiment ce taux-là qui va être donné aux Bien investisseurs. sûr, il y a toutes les obligations derrière légales et les titres obligataires ont cette force, je sais pas si on pourrait dire juridique, mais c'est vraiment très, 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 très structuré. D'ailleurs, vous êtes donc agréé à l'AMF, etc., les titres Orias. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui vous différencie peut-être d'autres plateformes qui ne le seraient pas? Déjà, c'est assez mauvais signe quand les autres plateformes sont pas régulées par l'autorité des marchés financiers, donc on déconseille vivement à des particuliers d'investir là-dessus. À ma connaissance, toutes les plateformes qu'on trouve sur Internet sont bien régulées par l'autorité des marchés financiers. La manière de le voir, c'est s'il y a le petit macaron de Marianne en bas du site Internet, et ensuite il y a un numéro à l'ORIAS, pareil pour les différentes plateformes, car notre statut en est conseiller en investissement participatif. Et donc ça, c'est un métier qui est encadré et régulé. Le but, c'est simplement de protéger les épargnants. Et j'ai envie de dire, l'autorité des marchés financiers, c'est comme un petit examen où vous montez votre dossier pour pouvoir avoir cet agrément. Et c'est pour se prémunir que ce ne soit pas des personnes malveillantes qui aillent proposer des solutions d'investissement en ligne ou pas d'ailleurs, et partent avec la caisse. Donc là au moins, ça vous donne une certaine sécurité de savoir qui est derrière vous, et ça va un peu plus loin. Vous n'avez pas le droit de détenir les fonds des investisseurs. Mhm. Donc ça veut dire que nous, au Minity, par exemple, en 2021, on collecte, on est parti, et c'est l'objectif, on va collecter un peu plus de 150 millions d'euros sur la plateforme. Ces 150 millions d'euros vont pas passer sur les comptes d'Omunity. C'est à chaque fois, c'est bien séparé. Il y a des comptes en amont qui sont dédiés aux investisseurs. Ça va sur les véhicules d'investissement, ça va chez le promoteur immobilier. Mais il faut pas confondre ça. Et bien évidemment, ça vient pas chez nous parce que c'est pas notre trésorerie et c'est pas notre argent. Et ça fait partie des choses qui sont imposées par l'autorité des marchés financiers et qui sont des très bonnes choses. On voit que c'est en effet très, très réglementé et du coup très cadré. Ça offre un cadre un peu plus sécuritaire, hein, même en quelque sorte pour l'investisseur, et c'est une bonne chose. Tout à fait. Des personnes qui souhaiteraient investir, je sais pas, moi, 30 000 euros, etc. Donc, comme tu disais, tu conseilles de diviser sur 3, 4, 5, 6 projets différents pour répartir le risque, forcément. Sur le risque, c'est exactement ça, entre guillemets, et c'est assez particulier. Il y a beaucoup de sociétés, en fait, dans lesquelles on investit aujourd'hui où il y a des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de gestion. L'exemple que tu donnais à l'instant d'investir sur plusieurs projets à travers Omunity, c'est que ça va vraiment pas coûter plus cher de faire plusieurs investissements que d'en faire qu'un. Donc, faut en profiter sur ce type de modèle et diversifier son risque et éclater son risque. C'est totalement gratuit et ça va venir prémunir l'investisseur en cas de défaut. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment gagnant, et dans une stratégie, je vois pas quel est l'inconvénient de se dire, je vais diversifier. D'accord. Donc, comment l'investisseur fait pour investir? Donc, on s'inscrit, on va sur la plateforme, on crée un compte, on s'inscrit et on participe simplement. Donc, un simple virement, un RIB et l'affaire, on prend participation au projet, on signe tout un tas de documents. Et l'affaire est faite. Et vous derrière, comment ça fonctionne? Parce que donc tout est bien gratuit pour l'investisseur, et ça c'est une belle solution. Mais vous derrière, faut bien vous y retrouver. Ah, bien sûr, nous, notre business model, il est très simple. Donc, il y a une rémunération à l'investisseur qui lui est versée, c'est 7, 8, 9, 10% annuels selon les opérations. Et nous, on facture des montants de levée aux promoteurs immobiliers. Donc, quand on lève 1 million d'euros pour un opérateur, on va ensuite lui facturer des honoraires à hauteur de 50 000 euros. Et c'est ça qui fait le business model et le chiffre d'affaires d'Omunity. Et dans ces 50 000 euros, nous, qu'est-ce qu'on va payer avec ça? Bah, tout simplement le véhicule d'investissement où sont mis les fonds des différents investisseurs. La partie traitement, je dis n'importe quoi, bah, sur les virements entrants, sur les signatures électroniques, on paye des frais. Ensuite, on rémunère nos salariés, nos bureaux, etc. Donc, il y a tout un tas de parties, c'est nos frais d'Omunity qui sont Bien payés sûr. là-dessus. Et ensuite, bah, comme n'importe quelle société, la partie marge bah, va servir pour nous, notamment étant donné qu'on est une société qui existe depuis 7 ans, ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est de réinvestir dans notre développement et de continuer à développer des nouveaux services. Ce qu'on a fait sur Munity.com, par exemple, c'est que on a proposé différentes offres à travers la SCPI ou la vente de l'eau neuf pour avoir une plateforme un peu d'investissement immobilier diversifié. Mais pour ce qui nous concerne, le crowdfunding immobilier, le business model est vraiment très simple.
c'est 5% des montants collectés qui sont facturés non pas aux investisseurs, mais aux promoteurs immobiliers. Ok, ouais, cool. Et du coup, donc c'est bien différent. Là, tu l'évoques sur le crowdfunding immobilier, c'est encore autre chose que par exemple la SCPI, l'investissement sur la SCPI, ou alors même d'autres types de financement participatif euh, qui seraient dans le locatif, comme des plateformes comme Baltis Capital ou autres. C'est encore différent. En fait, dans les business models, chaque plateforme a un peu son mode de rémunération. Nous, on a pris le parti de dire, c'est pas aux investisseurs de payer, c'est plutôt aux opérateurs qu'on va accompagner de nous rémunérer. Je sais qu'il y a différentes plateformes de crowdfunding immobilier où ils font payer des frais d'entrée aux investisseurs. Ça varie entre 0,6% et je crois un peu plus d'1%. Donc Mhm. ça dépend vraiment des plateformes et comment elles sont organisées. Nous, ça marche assez bien comme ça, de dire que pour cette partie crowdfunding immobilier, on met pas de frais à l'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion. On l'a fait quand on a lancé la société et on se voyait mal changer cette partie-là. Donc pour l'instant, vu que ça nous permet de soutenir notre croissance sans devoir aller lever des fonds à droite à gauche, on en est très content et je pense pas qu'on change notre business model tout de suite. Ok. En ce moment, vous avez quoi comme type de projet à financer? C'est quoi un petit peu les contours? Parce que donc l'idée de l'émission de la bonne fortune, c'est forcément de proposer multiples types d'investissements différents. On en parlait tout à l'heure, la diversification, c'est très très intéressant dans une stratégie globale pour un investisseur. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir participer, peu importe le véhicule, mais dans l'économie réelle, et en l'occurrence au travers le crowdfunding immobilier, on peut permettre d'investir dans l'économie réelle pour justement développer la construction, l'habitat, etc. Quels sont les différents projets là qui sont un petit peu sur le feu en ce moment chez vous? Ça va assez vite parce que on fait 2021 pour nous, ça va être synonyme d'une centaine d'opérations. Donc c'est quasiment 2 par semaine. Donc les Mm. investisseurs entre guillemets, parfois les collectes vont assez vite. Donc les personnes n'ont pas le temps de placer leur argent sur un projet donné. Mais généralement 3 ou 4 jours après, il y a une autre opération qui arrive. Donc actuellement, on a par exemple, on finance une opération à la montagne dans la ville de Megève. Donc c'est une opération assez prestigieuse. On a une autre opération de logement dans le nord de la France, à Lille, qu'on va financer dans quelques jours. On a pas mal de sujets en Île-de-France, où on a une très belle opération, on va lever plus de 7 millions d'euros en Île-de-France, plutôt sur un immeuble d'habitation qui va être entièrement rénové, réhabilité et vendu à la découpe. Donc on a plein de sujets différents qui s'enchaînent. Et pareil, c'est l'avantage, nous au Munity, on a la chance de bosser avec pas mal de promoteurs ou d'opérateurs immobiliers différents. Donc on a quasiment une centaine d'opérateurs. Donc pareil, au sein des opérateurs, ça permet d'aller diversifier et d'avoir des acteurs très différents. Et oui, oui, exactement. Et là, je suis en train de voir, je suis sur votre site là, donc le projet à la montagne, donc ça doit être le Richemont, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, et il y a plein d'autres projets qui voient le jour. Et en plus, la dynamique dans laquelle on était tout à l'heure, Ismaël, on parlait juste avant l'enregistrement du confinement et de ce qui était en train ce qui s'était produit il y a un an. Il y a eu des décalages, pardon. Il y a eu des retards chantiers. Il y a eu aussi les élections municipales qui ont été décalées. Donc pour les permis de Ouais. construire, c'était compliqué. Et on arrive à un moment, en fait, où tout est, j'ai envie de dire, tout se déboucle en même temps et il y a une vraie reprise. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'opérations passer. Top. Et c'est quoi le délai moyen à peu près pour vous pour financer un projet? Est-ce que là, si on voit un projet qui nous intéresse pour le côté du particulier qui souhaiterait s'engager, la prise de décision doit se faire plutôt rapidement. Les délais de collecte, ça varie entre quelques minutes pour certaines opérations et 30 jours maximum de collecte. Ça fait une sacrée fourchette. Mm, L'idée, c'est de se dire que à partir du moment où on va aller collecter plus de 2 ou 3 millions d'euros, généralement, on met plus de 24 heures sur la plateforme. Donc ça se fait pas en express, mais ça peut aller assez vite. Mais encore une fois, on est sur une dynamique de collecte de 150 millions d'euros pour l'exercice 2021. Et il y a des projets, il y a beaucoup de projets qu'on voit passer, qu'on voit éditer
Donc ceux qui souhaitent investir trouveront de la place sans trop de problèmes. Cool. Du coup, Quentin, on a vu, je pense qu'on a brossé déjà un beau tableau des différentes possibilités que nous offre le crowdfunding et notamment au travers votre plateforme Homunity. Tu as un parcours pour être un peu plus personnel sur ton parcours, où donc tu as fait comme ça de grandes études, tu as une petite aspiration pour tout le domaine de la tech, donc passionné d'immobilier également. Comment tu vois, que ce soit à titre personnel et puis peut-être même plus largement pour Homunity, l'arrivée de la technologie de la blockchain dans le monde de l'immobilier? J'imagine que c'est quelque chose qui te parle parce que ça tend à, d'une façon, bon là pour le coup peut-être décentralisée, mais ça tend à rendre des choses peut-être possibles plus tard ou quand on se projette avec des découpes d'immeubles, pouvoir participer dans des fractions d'immeubles pour voir, etc., etc. Donc ça va peut-être offrir d'un point de vue technologique des possibilités encore supérieures, encore différentes. Comment tu vois tout ça? Bah, c'est un sujet qui est intéressant et qui est d'actualité. Nous, ce qu'on voit avec le crowdfunding immobilier, mais enfin, et je vais répondre à ta question de manière très concrète, mais ça a été régulé par l'autorité des marchés financiers en 2014. Ça reste un secteur assez nouveau. Et aller mettre de la blockchain dans quelque chose qui est très nouveau, c'est pas forcément évident parce que ne serait-ce que d'un point de vue du régulateur, c'est pas si simple que ça et faire accepter les choses, ça prend du temps et il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça soit démocratisé et surtout que ça rentre dans les différents textes de loi. La blockchain dans l'investissement immobilier de manière générale a énormément de vertus. Ça peut simplifier les choses, ça peut rendre liquide quelque chose qui n'est pas liquide, ça peut accélérer les transactions, ça peut les sécuriser. Donc je pense que c'est un peu une boîte de Pandore où il y a énormément de choses positives qui peuvent en sortir et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Le sujet est que c'est quelque chose d'assez récent et comme toute chose, il va y avoir des premiers, ce qu'on appelle les fameux POC, les Proof of Concept qui vont être faits. Ensuite, ça va devenir un marché d'initiés, puis ça va être démocratisé auprès du grand public. Donc j'ai le sentiment qu'on va tendre vers ça, mais que c'est pas très court terme, c'est pas en 2021 qu'on va voir cette pratique exploser. Après, ce qui est top, c'est qu'il y a énormément d'avantages et de points positifs avec la blockchain très concrètement et pour l'immobilier encore plus. Donc moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne et on surveille de près, notamment, ça commence par là, ce que dit le régulateur et comment c'est encadré pour être certain de ne pas commettre d'impair à ce sujet-là. Ouais, bien sûr, c'est exactement ce qu'on disait sur l'épisode avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner, qui a été repris là avec KPMG, où bon, même si on était sur les NFT, etc., plus particulièrement, mais on évoquait cette technologie de la blockchain et puis les différentes vertus que tu as citées à juste titre, les différentes possibilités. Et tout comme toi, il mettait un point de dire oui, attention, c'est très bien, il y a des possibilités, mais le régulateur doit encore passer par là et là, c'est encore autre chose. Et donc, à très très court terme, il y a peu de chances de voir des choses émerger. Mais par contre, à moyen terme, je pense que oui, en effet, ça pourra permettre d'offrir de nouvelles solutions. Très très intéressant ton point de vue là-dessus. Mais non, en tout cas, il y a des choses qui vont arriver. Tu as tout à fait raison, Ismaël. C'est des sujets à suivre de près et qui vont bouger fortement. Si on s'en reparle dans quelques années, ça sera encore plus connu du grand public. Aujourd'hui, ça reste un marché d'initiés, mais il y a plein de belles perspectives là-dessus. Est-ce que tu as investi à toi, à titre personnel, dans les projets de Homunity ou alors tu as peut-être pas le droit de fait de la réglementation, je ne connais pas. Non, si, on peut, et c'est une bonne question. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à partir du moment où les conditions dans lesquelles moi j'investis à titre personnel sont les mêmes que pour les investisseurs. Et c'est le cas, il n'y a pas de rémunération préférentielle quand un projet à 9%, c'est aussi bien le cas pour toi si tu investis demain, l'un de tes auditeurs ou un salarié de Munity. Donc moi, j'ai pas mal investi sur nos projets parce que c'est quelque chose que je comprends et maîtriser le risque me semble pas compliqué parce que j'y passe mes journées, donc ça c'est facile. On va un peu plus loin où avec la trésorerie d'Homunity, on investit dans 100% des opérations. Mhm. Donc, dès qu'il y a un projet qui passe sur la plateforme, on investit dedans. Avec notre actionnaire Tikeo Capital, on a monté un premier fonds qui fait 30 millions d'euros qui investit aussi dans nos opérations. Là, on en monte un deuxième qui fait 50 millions d'euros qui va à nouveau investir dans nos projets. Donc j'ai envie de dire oui à fond et on y croit et on investit dans ce qu'on fait. Sinon, ça serait un peu dommage et je pense qu'on ne le ferait pas. Et après, dans l'immobilier à titre
Moi, vraiment personnel, j'ai beaucoup diversifié. Mhm. Je me suis appliqué pour le crowdfunding immobilier, mais je me suis appliqué, j'ai investi dans différentes SCPI. J'ai investi dans de l'ancien et dans différentes villes de France, pareil, pour pas prendre de risques. Donc moi, je suis plutôt partisan de cet adage de dire qu'il faut beaucoup diversifier, et même quand on fait du crowdfunding immobilier, de la SCPI, de l'investissement dans l'ancien. J'ai pas encore fait d'investissement dans le neuf pour la Mhm. partie Pinel. C'est quelque chose que je regarde actuellement justement, et donc je suis en train de me poser des questions sur les bonnes villes et les beaux projets. Là, c'est en train de s'accélérer fin avril sur les opérations qui sortent. Et donc voilà, moi j'essaye d'avoir un portefeuille immobilier le plus diversifié possible. Et quand j'investis en bourse, pareil, j'ai fait beaucoup d'actions en direct. Mhm. Ça reste très personnel et ça n'a rien de professionnel pour le coup. Mais je suis jamais allé que sur une valeur ou que sur une action ou que sur une société. Je dis n'importe quoi, Total Energy ou Renault. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et j'ai diversifié. Comme ça, au moins, je dors tranquillement et je suis pas gagnant à tous les coups, mais je suis pas perdant à tous les coups non plus. Excellent, ouais, en effet. Et puis sur la bourse, comme tu le dis, c'est pareil. On a fait donc l'épisode avec Romain Daubry de chez Bourse Direct et un peu à l'image de ce qu'il disait. Ça revient toujours en boucle, la diversification, etc. Il y a en effet des secteurs différents, il faut se prémunir. Donc, tu as eu de l'appétence pour l'immobilier d'une façon vraiment très large et ça se comprend. Donc sur les marchés financiers également. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs sur lesquelles tu vas à titre personnel? Crypto-monnaie, j'ai très peu fait. J'ai plutôt testé les plateformes il y a maintenant 6 ou 7 ans pour voir, entre guillemets, la partie technologique, comment ça marchait. Mhm. Donc ça, c'était intéressant et j'ai gardé le peu que j'avais investi. Donc ça a bien augmenté parce que c'était des valeurs très faibles, mais c'était pas significatif. J'ai très peu d'assurance vie à titre personnel. C'est pas un produit qui m'a séduit ou parlé jusqu'ici. Après, il y a plein de choses à faire dans l'assurance vie, donc il faudrait que je m'y intéresse plus. Et pareil, dans la diversification, c'est pertinent. Et j'aime bien tout ce qui est private equity, donc rentrer aux actions de société, donc rentrer soit dans des fonds de private equity, Ouais. typiquement notre actionnaire en propose un certain nombre, donc ça peut être intéressant. Les autres sujets auxquels je pense, c'est rentrer en direct dans des startups ou des PME. Mhm. Donc il y a des plateformes qui en proposent et qui sont assez diversifiées là-dessus et pertinentes, ou tout simplement par mon réseau. Ayant été diplômé il y a maintenant 7 ou 8 ans, j'ai quelques copains d'école ou via mon réseau qui ont monté leur boîte, et je trouve ça génial de pouvoir investir à leur capital et les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. Nous, c'est des personnes qui nous avaient fait confiance quand on avait levé des fonds. Mhm. Donc on est hyper content. Et moi, à titre personnel, je suis content de pouvoir faire ça à mon tour. Ouais, très bien, impeccable. Super, super intéressant. Comment vous avez financé Homunity au départ, pardon, vous avez fait une levée de fonds, vous êtes parti sur fonds propres, Alors, comment ça s'est passé? on a commencé avec les moyens du bord avec Arnaud. On a mis entre guillemets toutes nos économies dans le projet, c'est-à-dire on avait 15 000 euros de capital social. Donc on a mis chacun la moitié. Et par la suite, en fait, ça nous a permis de tenir les 10 ou 12 premiers mois. Mhm. Et ensuite, on a levé des fonds. On a levé des fonds auprès d'un fonds d'investissement et ensuite de réseaux de Friends and Family et Business Angel. Mhm. Mhm. Et là où on a eu de la chance, c'était que c'est un métier assez peu consommateur en cash, où vu qu'on est une activité web et c'est que des salaires qu'il faut payer, donc ça c'était nos salaires et on s'entourait des bonnes personnes dès le début, mais ça nous a permis de ne pas relever par la suite. Ça, c'est souvent des enjeux que je vois quand une société va lever 1, 2, 3 millions d'euros. Parfois, sous 12 mois, elle a plus d'argent et Mhm. elle a tout dépensé, donc elle se doit de relever. Et ça, nous, c'est un sujet qu'on voulait surtout pas faire, parce que si jamais on n'arrivait pas à relever, on voulait pas que ça puisse mettre en péril l'activité, etc. Ça remettrait pas en cause la pérennité des investissements des investisseurs, parce que comme je l'expliquais, l'argent passe pas sur les comptes Dominity, c'est des véhicules d'investissement indépendants. Aujourd'hui, on a un actionnaire qui pèse 28 milliards, donc encore moins on est à l'abri de ce genre de risque. Mais même quand on lance une boîte, moi, j'ai envie de dire, ça me stressait un peu de me dire que je devais lever 2 millions d'euros et que si dans 6 mois ou 12 mois, j'avais pas relevé de fonds, c'était fini. Donc là, au moins, on était sur quelque chose de pérenne avec mes deux Ouais, ouais, associés ouais. et on était hyper contents.
Ouais, super, super intéressant. Il me semble que c'est peut-être tout part de là aussi, t'as une petite devise, un petit mantra que tu répètes, que tu te répètes régulièrement. Oh, il y en a pas mal, il y en a pas mal que j'aime et surtout dans le monde dans l'entrepreneuriat. Nous, on aime se dire en interne, mais après ça c'est une chose. On aime bien se dire que l'homme a le droit de faire des erreurs, mais pas deux fois la même. Donc dans les sujets, les petites coquilles qu'on commet au quotidien ou de manière hebdomadaire, on essaye d'être assez vigilant là-dessus. Mhm, mhm. L'entrepreneuriat, je pense que c'est beaucoup de résilience. Ce qui est intéressant, ça c'est pareil, c'est un peu des phrases bateau, mais c'est très vrai. C'est pas, on mesure pas sa capacité à tomber, mais c'est sa capacité à se relever rapidement, parce qu'on a quotidiennement des bonnes et des mauvaises nouvelles, et bah faut pas se laisser miner par les mauvaises nouvelles, donc faut sans cesse aller de l'avant. Je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça en tout cas qui et pareil, moi ça a été beaucoup plus simple je trouve d'être associé dès le début et de pas entreprendre seul, parce que très honnêtement avoir le moral sur tous les jours quand on doit tout faire, c'est pas simple. Donc être associé avec quelqu'un qui, quand t'as le moral en bas, lui a le moral en haut généralement et vice versa. Prendre le relais, ouais, bien Ouais, sûr. Mhm. donc ça a été hyper confortable et je remercie encore mes associés là-dessus. On a eu beaucoup de chance et c'est ça qui a fait aujourd'hui Community est devenu une belle société. Super, excellent. C'était la première boîte que tu montais, Hominity ou? Tout à fait. On a eu de la chance où la première a bien marché, était un succès dès le début. Et non, bah, c'est allé entre guillemets doucement mais sûrement. Ça fait maintenant 7 ans, donc Mhm, c'est mhm. plus tout jeune. On avait lancé ça en septembre 2014. Je suis assez satisfait parce que bah, maintenant, avoir plus de 50 000 inscrits sur la plateforme, c'est pas rien. Collecter 150 millions d'euros par an sur un produit de crowdfunding immobilier, c'est pas rien non plus. L'idée à terme, c'est vraiment d'être une plateforme référente en termes d'investissement immobilier, où les gens peuvent diversifier. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais Mhm. c'est ça en tout cas, nous, notre philosophie et notre point de vue. Pour autant, il y a encore plein de choses à faire, mais je suis content du départ. Et maintenant, on est dans la partie course de fond où faut pas relâcher nos efforts et il faut toujours avancer un bon rythme. Top. Vous avez combien de salariés sur Hominity? On est une trentaine de Ouais. collaborateurs. On est basé à Paris et ça reste entre guillemets une petite structure, Ouais, ouais. mais bon, il y a plein de compétences différentes Très bien. et on est Très content. bien, très bien. Donc, grosso modo, depuis 2014, vous faites plus ou moins x2 tous les ans en termes de volume, en termes de... Ouais, en termes de collecte, on avait commencé par faire 2,5 millions, puis on a fait 8 millions d'euros, puis 24, puis on a dépassé les 60. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a une vraie croissance et une vraie accélération. 2020, a été une année moins rapide que les années d'avant, mais bon, c'est assez logique avec la crise du coronavirus. Bah, l'économie s'est ralentie et ça a été vrai aussi pour nous. Nous, on n'a pas souhaité prendre trop de risques non plus, donc on a investi dans moins d'opérations que d'habitude. On a préféré dire aux investisseurs, bah, à court moyen terme, gardez votre cash et on voit comment la situation évolue. Là, j'ai envie de dire, on le voit actuellement, on sent que l'économie est sur le point de repartir avec bah, la vaccination, avec les courbes qui commencent à s'inverser. Donc, faut rester quand même assez vigilant, mais on sent que les choses vont repartir. Et non, la croissance a été au rendez-vous depuis la création. On n'a pas encore, en tout cas, connu de bas en se disant qu'on avait un vrai coup d'arrêt, mis à part 2020 où ça a ralenti, mais ça restait quand même une bonne année. Mais encore une fois, on en parlait un petit peu avec Sabrina en amont, mais j'ai l'impression en t'écoutant et en te découvrant donc aujourd'hui que c'est plutôt la force tranquille. Si faut miser sur une personne, c'est un petit peu sur toi. Les Américains disent souvent si t'as pas planté, je sais pas moi, 10 boîtes dans ta vie, t'as raté ta vie. Avant de réussir, il faut passer par la stade échec, etc., etc. Bon, j'imagine que tout est pas tout beau, tout rose. Est-ce que tu as un échec particulier qui t'a fait grandir, qui t'a servi? Ouais, mais des échecs, on en a régulièrement. Pour être très honnête, mais je suis tout à fait d'accord avec la citation des Américains. Et moi, quelqu'un qui a planté sa boîte, si demain il lève des fonds pour sa deuxième boîte, bah, je pense que ça sera un élément rassurant de savoir qu'il a planté la première ou au moins qu'il en a créé une avant. Nous, on a eu de la chance parce que la première a marché, on va pas s'en plaindre. Mais je suis hyper d'accord avec cette philosophie de dire que faut faire les choses, tester. Après, si c'est la première qui marche dès le premier coup, bah tant mieux. Si c'est la cinquième aussi, le but c'est que ça marche à un moment donné
et faut pas baisser les bras, faut être très résilient. Nous des exemples des vrais échecs qu'on a pu connaître, je pense à il y en a pas mal de différents. Je dis n'importe quoi, on a connu des échecs réglementaires dans un premier temps. Pour obtenir notre agrément, avoir le statut de conseiller en investissement participatif, on pensait que ça allait être fait en 2 ou 3 mois. On a quasiment mis 15 mois. Et oui. Donc j'ai envie de dire, le business était quasiment à l'arrêt, et c'est assez compliqué quand on se lance de dire les 15 premiers mois il se passe rien, et quand on voit après l'inertie qu'il y a pour lancer la machine, c'était hyper frustrant et c'était un bel échec parce que on l'avait pas du tout anticipé. On s'était posé plein de questions sur comment on va aller chercher les premiers clients, les premiers opérateurs, etc. Mais le volet juridique, on pensait pas du tout que ça pouvait poser problème à ce point-là, que ça soit aussi long. Donc ça a été compliqué. Et des échecs qu'on a. Non, après il y a des choses. Notre premier CTO, notre premier donc chef technique pour la partie web, est parti 2 ans après la création pour lancer sa boîte. Donc on était très content qu'il parte pour lancer sa boîte, et il nous avait un peu prévenu en amont. Mais ça n'a pas été simple de recruter son successeur. Aujourd'hui, on a une super personne avec nous depuis 3 ans. Mais ça fait partie des choses où on a fait attention. Et après, j'ai envie de dire, c'est plein de petits sujets au quotidien où tout se passe pas comme prévu. Et il faut accepter que ça se passe pas comme prévu. Et après, faut surtout pas baisser les bras et aller Et d'avant. agir en conséquence pour rectifier le tir et que tout se passe bien in fine. Super inspirant en tout cas, mille merci. C'est quoi tes prochains gros projets, soit à titre personnel ou alors au sein de la boîte, c'est quoi les prochaines grosses étapes? À titre personnel, pareil, en ce moment, c'est pas simple avec le coronavirus, mais j'aime bien, moi, faire de la course à pied et des ultra-trails. Ah cool. Où j'avais fait le tour du Mont Blanc en courant et la diagonale des Fous qui est à La Réunion. Ah super. On avait pour projet d'aller au Japon et faire le tour du Mont Fuji, qui est une course pareil qui fait comme les autres 165 km. Donc ça, c'était un projet qui me bottait bien. Mais bon, en ce moment, c'est compliqué d'aller à l'étranger. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc à voir. En attendant, je vais rester en France et profiter de la France, aller courir un peu en France. Donc non, ça me fait bien rêver. Et ensuite, professionnel, on a plein de petits trucs en interne qu'on développe. Justement, sur Unity.com, on a ajouté des nouvelles offres, la SCPI, la vente de l'eau neuf pour que les gens diversifient. On a envie de continuer à agréger les offres sur une même plateforme pour avoir un portefeuille qui soit simple, un portail qui soit simple pour les investisseurs pour que eux se constituent un portefeuille qui leur ressemble dans le monde de l'immobilier. Donc ça, c'est un gros enjeu. Et on aimerait bien que demain, les gens ont souvent le réflexe d'aller sur meilleur taux pour faire leur crédit immobilier. On aimerait bien que demain, quand les gens veulent y investir dans l'immobilier, ils fassent un tour sur notre plateforme et voient comment ça marche, quelles sont les bonnes stratégies d'investissement. S'il y a la bonne stratégie, ils vont chez nous. S'il n'y a pas la bonne stratégie, qu'ils le fassent de leur côté. C'est pas un sujet. Ok, ouais, super, super intéressant, ouais, tout ça. Donc, allez, dans la prochaine décennie, Homunity introduit en bourse ou? Notre actionnaire est déjà coté en bourse, donc je ne sais pas si c'est la tendance du moment, mais non. Et moi, pareil, j'aime beaucoup le fait de diriger une société avec une trentaine de collaborateurs. Ça reste entre guillemets une petite boîte. C'est hyper agréable parce que tout le monde se connaît, tout le monde est bienveillant, donc c'est quelque chose que j'aime bien et que j'apprécie aujourd'hui. Pareil, peut-être que mes envies vont évoluer au fur et à mesure, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc la ligne de mire, s'introduire en bourse et à tout prix et dans n'importe quelle condition, clairement pas. Moi, je trouve ça assez agréable à l'heure actuelle. Par contre, aller plus loin pour se faciliter la vie et faciliter la vie aux investisseurs, ça, c'est une volonté. Et moi-même, mais comme toi, Ismaël, vu qu'on aime bien investir et qu'on aime bien regarder tous ces sujets-là, j'ai envie de dire, cette plateforme, je la fais aussi pour moi à premier titre et en premier lieu, où je trouve ça assez agréable de gérer mes investissements immobiliers sur Unity. Super intéressant. Du coup, je vais finir avec, je te demandais tout à l'heure, mais tu me l'as pas sorti, mais tu as évoqué d'autres choses, une petite citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, c'est aussi une citation que j'aime bien et qui est très vraie parce que, et ça on en avait parlé, mais je te l'avais effectivement dit.
en 2014 pourquoi une plateforme comme Homunity n'existait pas ou ces plateformes de crowdfunding immobilier n'existaient pas. Et tout le monde nous disait oui, mais c'est trop compliqué, les gens vont pas vous faire confiance, ils vont pas investir en ligne, surtout pas des gros montants, etc. Donc vous pouvez pas le faire. Et en fait, on n'en avait pas vraiment conscience quand on a lancé Homunity. On était un peu jeune et naïf, et donc on a foncé. Notre naïveté nous a fait un peu mal pour la partie juridique où ça a mis du temps, comme on en parlait juste avant. Mais pour autant, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible et que les gens, si vous êtes sérieux, que si vous bossez bien, peuvent vous faire confiance à distance. Il faut juste être très transparent. Faut faire les choses doucement mais sûrement et de bien expliquer ce qu'on fait. Mais en fait, ça a été totalement réalisable et aujourd'hui, c'est plutôt un succès. Donc, il y a plein de sujets pour tous ceux demain qui veulent lancer leur boîte ou aller au bout de leur idée ou pour un projet associatif, entrepreneurial, enfin, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire parfois, c'est très bien d'être un tout petit peu naïf, de vraiment croire en soi et de se dire que c'est possible parce qu'il y aura toujours les mauvaises langues autour de vous qui vous diront oui, c'est déjà vu, c'est déjà fait, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Faut un peu s'affranchir de ces personnes-là parce que si on reste les bras croisés dans son canapé, à mon sens, c'est pas la vie la plus épanouissante. Chacun ses goûts et ses couleurs, mais en tout cas pour moi, c'est pas ce qui m'excite le plus. Par contre, croire en soi et de se dire que c'est possible, ça c'est assez cool et donc faut pas hésiter d'aller de Top, l'avant. super inspirant. Est-ce que tu as des recommandations de lecture ou des ressources, que ce soit pour l'investissement sur le crowdfunding immobilier d'une façon générale, l'immobilier ou tout autre, des choses qui te plaisent que tu pourrais recommander? Je pense à un bouquin, je sais pas pour. Alors, il y en a deux sur l'immobilier. Il y en a enfin, sur l'immobilier et un autre sur plutôt la partie entrepreneuriale. Il y a un bon bouquin sur l'immobilier qui s'appelle Real Estate de Robin Rivaton, euh, qui parle de l'évolution de l'immobilier, des nouvelles tendances, etc. C'est Real Estate, donc ES. Esthète immobilier en anglais, non? Et non, et je suis en train de penser, en plus, il l'a appelé, c'est peut-être l'immobilier de demain, en fait, le titre du bouquin. Je vérifie juste ça en direct. Ouais, il a les deux titres, donc c'est très bien. Donc ça s'appelle l'immobilier de demain ou la real estate, estate, E-S-T-E-C-H, et l'immobilier de demain. Donc c'est Robin Rivaton qui a écrit ça et c'est un super bouquin que moi j'ai bien aimé en tout cas. Deuxième livre auquel je pense, mais plutôt sur la partie entrepreneuriale, c'est un bouquin et organisation qui s'appelle La 25e heure. Et donc, c'est Guillaume Declercq et deux autres personnes qui ont écrit ce livre-là. Et c'est plein de petits outils ou de bonnes pratiques pour bosser, d'organisation de son emploi du temps que nous, on aime bien. Et chacun des collaborateurs qui arrivent chez Homunity, on lui offre ce livre. Donc, c'est vraiment un bouquin que j'aime beaucoup et que je relis de temps en temps avec des bonnes pratiques. Super, super intéressant. Ben, merci. Ma liste de lecture va encore s'agrandir. Je vois que tu as un bon bouquin pas très loin de toi, L'art de la victoire. Donc, c'est aussi un bon livre qui peut être inspirant. Ouais, exactement. Les biographies ou les autobiographies là dans ce cadre-là sont vraiment top et ça me fait rebondir par rapport à la citation de Mark Twain. Justement, un des livres que j'adore, c'est le fondateur de Criteo. On m'avait dit que c'était impossible. C'est mince, François, je crois son prénom, Rudel, ou Jean-Baptiste Jean-Baptiste Rudel. Ouais. Rudel, exactement. Ouais, j'ai lu ce bouquin, il est canon aussi. Très inspirant, ouais, en effet. Cool. Est-ce que tu as pour finir, une petite application coup de cœur que tu pourrais recommander dans le quotidien que tu utilises Une application coup de cœur, j'ai envie de dire aujourd'hui c'est un peu anti-Covid malheureusement qu'on utilise à longueur de journée. Non, un truc qui m'a pas mal changé la vie, mais je pense à ça, c'est pour ceux qui sont chez eux en ce moment et notamment avec le télétravail et on en parlait avec mes collaborateurs, c'est une appli qui s'appelle Simple Scanner, ce qui vous permet de scanner vos documents quand vous n'avez pas de scan et de faire tout en PDF. Ça j'aime bien. Et après, à la belle époque où les restaurants étaient ouverts, j'aimais bien utiliser Mapster. Donc ça n'a rien à voir avec le boulot, mais ça permet de répertorier ces restaurants ou lieux de sortie différents et de voir ceux de ses amis assez simplement. Donc c'était des petites applications que j'aimais bien. Top, top. Ben, c'est pareil pour la question la restauration. J'irai m'intéresser aussi de, de plus près. Ouais, d'ici quelques mois, ça va devoir revenir d'actualité. Donc
tu pourras suivre les endroits que j'aime bien et vice-versa. Je pourrais voir où tu vas et ce que tu apprécies. Excellent. Est-ce que tu veux finir, rajouter un petit mot pour la fin? J'étais ravi de cet échange, c'était hyper intéressant et toujours agréable d'échanger ensemble, Ismaël. Non, sur une pointe de peut-être d'être optimiste de manière générale, je pense que c'est la clé de la réussite pour plein de sujets, aussi bien pour gérer ses investissements. Faut pas toujours attendre demain en se disant ça sera mieux demain pour investir. Donc, faut parfois certes attendre, mais faire les choses de manière pertinente et rationnelle. Mais il ne faut pas non plus être pessimiste sur tout ce qui nous entoure. Je pense que dans le contexte actuel, en plus, c'est assez bien d'être un brin optimiste et ça fait pas de mal. Donc, c'est plutôt ce message-là que j'ai envie de véhiculer et que j'essaye aussi qu'on essaye d'avoir au sein de notre société, de faire les choses sérieusement, mais d'être aussi optimiste et de bonne humeur. Top, bah super, super inspirant. Bah, mille merci pour tout cet échange, Quentin. J'espère qu'on aura pu apporter quelques petites pistes de réflexion pour les auditeurs de l'émission de la bonne fortune sur toutes les possibilités du crowdfunding immobilier. Juste pour finir et résumer une nouvelle fois, chez homunity.com, donc il y a un taux de succès jusqu'à présent de 100% sur l'ensemble des opérations, avec un rendement proposé qui était tenu là supérieur à 9%. Et donc, et n'hésitez pas à aller vous rendre sur la plateforme. En quelques clics, vous pouvez vous inscrire. C'est totalement gratuit et vous pouvez comme ça continuer à diversifier vos investissements. Mille merci, Quentin. Donc, je répéterai une dernière fois la petite citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben écoute, ça sera un grand plaisir de te recevoir de nouveau sur le podcast, refaire un petit point sur le marché immobilier ou autre. Et en tout cas, un grand merci pour cet échange. Merci à toi Ismaël et encore bravo pour ce beau podcast de manière générale, pas forcément celui qu'on vient d'enregistrer, mais pour la bonne fortune que tu es en train de développer. C'est hyper intéressant et hâte de continuer à voir son évolution. Donc merci pour tout Ismaël. Merci beaucoup. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode. Alors dans ce cas, n'hésite pas à le crier à la terre entière. Tu peux le dire que ce soit en commentaire, par mail, ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram, où je réponds à tout le monde. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, ne le garde plus pour toi. On a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir. Alors je serai heureux que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans, des trucs et astuces et plein d'autres surprises. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés et des nouveaux auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Alors comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.